Un basculement discret s'est produit au Sahel, puis tout a accéléré. Des troupes occidentales expulsées, des accords russes signés et une équation sécuritaire inversée sans négociation graduelle. Que signifie ce virage pour ceux qui vivent l'insécurité au quotidien? Et pourquoi Ibrahim Traoré incarne-t-il ce pari risqué aux conséquences régionales? Si la capacité remplace la conditionnalité, l'ordre hérité peut-il encore tenir? Ce récit s'engage à expliquer comment un réalignement sécuritaire longtemps impensable est devenu praticable au Sahel. Comprendre ces choix éclaire sécurité, souveraineté et marge de décision future. L'enjeu dépasse la diplomatie immédiate. Il touche la capacité des États à agir sans tutelle, à choisir leurs fournisseurs et à supporter les coûts politiques de cette autonomie. Derrière les expulsions et les nouveaux partenariats se cache une question centrale. La stabilité dépend-elle de garanties externes ou de la maîtrise des outils militaires et industriels sur place? L'analyse s'appuiera sur une lecture avant-après, en distinguant promesses, contraintes et effets secondaires. Elle évaluera ce que gagnent les gouvernements en liberté d'action, ce qu'ils cèdent en dépendance nouvelle et ce que cela signifie pour les populations prises entre insécurité persistante et attente de résultats rapides. Le pari n'est ni héroïque ni cynique par principe. Il est stratégique avec des conséquences mesurables à court et moyen terme. Reste à savoir si cette voie réduit réellement la vulnérabilité ou si elle déplace simplement le centre de gravité de l'influence. En moins de 3 ans, 3 États sahéliens ont rompu des partenariats militaires vieux de plusieurs décennies et réorganisé leurs alliances extérieures. Cette rupture s'est produite après des cycles répétés d'insécurité persistante, malgré des bases étrangères, des programmes antiterroristes et des flux d'aide continus. Le contexte importe. Pendant près de 60 ans, la présence occidentale au Sahel ne s'est pas limitée au conseil ou à l'assistance. Elle a structuré l'accès aux armes, les priorités sécuritaires et les marges de manœuvre diplomatiques. Les armées locales pouvaient combattre mais rarement décider seules. Les équipements arrivaient sous conditions, souvent en quantité limitée, et restaient dépendants d'une maintenance extérieure. La souveraineté existait dans le discours, moins dans l'exécution. Au fil du temps, ce modèle a produit un paradoxe visible sur le terrain. Les opérations se multipliaient, mais les groupes armés persistaient. Les gouvernements changeaient, mais les cadres stratégiques restaient inchangés. Cette dissonance a nourri une frustration interne, en particulier parmi des officiers confrontés aux pertes humaines et aux attentes non satisfaites des populations. C'est dans ce climat que des prises de pouvoir militaires successives ont eu lieu. Elles n'étaient pas portées par une idéologie globale, mais par une logique sécuritaire immédiate. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir après l'incapacité du gouvernement précédent à enrayer les massacres dans le nord. Au Mali et au Niger, des dynamiques comparables ont émergé, chacune invoquant l'échec d'un système jugé dépendant et inefficace. Une fois installés, ces gouvernements ont convergé vers une même décision stratégique, rompre sans transition graduelle. Les forces françaises ont été expulsées, les opérations américaines limitées et des alternatives recherchées rapidement. Ce choix a surpris par sa simultanéité et sa fermeté. Il a surtout marqué la fin d'une période où les ajustements se faisaient à la marge. La question centrale n'était plus de savoir si l'ancien cadre fonctionnait imparfaitement, mais s'il pouvait encore être accepté. Cette remise en cause a ouvert un espace inédit, où la capacité opérationnelle est devenue prioritaire sur l'alignement politique. Sur le terrain, les effets de cette rupture ne se sont pas manifestés d'abord par des communiqués, mais par des ajustements concrets. Les chaînes de commandement ont été resserrées, les priorités redéfinies et certaines opérations longtemps différées ont été lancées sans attendre de validation externe. Ce changement de tempo a été perçu comme un signal autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières. Au Burkina Faso, la transition s'est incarnée dans une figure militaire jeune, visible et directement associée à l'urgence sécuritaire. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, les forces armées ont mis l'accent sur la reprise d'initiatives locales, même avec des moyens imparfaits. Des unités ont été redéployées vers des zones négligées et la communication officielle a insisté sur la responsabilité nationale
plutôt que sur l'assistance internationale. Un premier impact est apparu dans la relation entre l'armée et les civils. Là où la présence étrangère était souvent perçue comme distante ou opaque, la nouvelle approche cherchait à projeter proximité et réactivité. Cela n'a pas éliminé la violence, ni réglé les problèmes structurels, mais cela a modifié la perception de qui décidait et pour qui les décisions étaient enfin prises. Un cas fréquemment cité concerne la capacité de maintenance et de réparation. Lorsque des équipements tombaient en panne, les délais n'étaient plus dictés par des prestataires étrangers absents ou des contrats suspendus. Cette autonomie limitée a réduit certaines immobilisations critiques, avec un effet immédiat sur la mobilité opérationnelle. Ces impacts précoces restent modestes et inégaux. Ils ne constituent ni une victoire stratégique, ni une preuve définitive de réussite. Ils signalent toutefois un changement de logique, agir d'abord avec ce qui est disponible plutôt qu'attendre des solutions conditionnelles. La question est de savoir si cette dynamique peut se consolider sans s'épuiser rapidement. Avant, les décisions sécuritaires suivaient un tempo imposé de l'extérieur. Après, elles ont été déclenchées sans préavis ni phase de transition. Ce basculement s'est opéré rapidement par une succession d'actes irréversibles plutôt que par des signaux graduels. Les autorités sahéliennes n'ont pas cherché à renégocier les cadres existants. Elles les ont rompus. La première étape a été l'expulsion des forces françaises. Elle n'a pas été présentée comme un geste symbolique, mais comme une nécessité opérationnelle. Les bases, longtemps décrites comme des centres de coordination, étaient désormais perçues comme des verrous décisionnels. Leur départ a entraîné l'arrêt de programmes conjoints, la suspension de flux logistiques et la fin d'un mode de planification partagé. Cette rupture a aussi fermé la porte à des compromis intermédiaires. La deuxième étape a concerné la limitation des opérations américaines. Là encore, le message était clair. L'assistance pouvait continuer, mais sans accès étendu ni rôle structurant. Les dispositifs de renseignement ont été reconfigurés et certaines infrastructures ont perdu leur statut central. Cette phase a accru l'isolement à court terme, tout en libérant des marges de décision internes. La troisième étape a été la recherche d'alternatives. La Russie, la Turquie et la Chine sont apparues comme des options pragmatiques, chacune apportant des éléments distincts. Moscou a proposé des entrepreneurs militaires privés et surtout un transfert de capacités industrielles liées à l'armement. Ankara a fourni des drones sans conditionnalité politique lourde. Pékin a maintenu des accords d'infrastructure détachés des réformes institutionnelles. L'Occident a répondu par des sanctions, des gels d'aide et des avertissements sur l'instabilité à venir. C'est à ce moment que la trajectoire a cessé d'être défensive pour devenir affirmée. Les gouvernements ne se contentaient plus de rejeter un système jugé inefficace. Ils testaient activement un autre cadre. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a présenté cette orientation comme une reprise de contrôle, insistant sur la capacité à agir sans arbitrage extérieur. Le discours mettait en avant l'urgence, la survie de l'État et la nécessité de résultats visibles. La phase suivante a été celle des accords structurants. Au Niger, des ententes ont été signées pour la construction d'installations de fabrication d'armes sur le sol national. Ce choix a modifié l'équation sécuritaire plus profondément que n'importe quel déploiement de conseillers. Il ne s'agissait plus d'acheter des équipements, mais de produire, réparer et approvisionner localement. La chaîne d'approvisionnement, auparavant contrôlée à distance, devenait partiellement endogène. Cette accélération a produit des répliques immédiates. Les partenaires occidentaux ont dénoncé un risque d'escalade et de violation des droits humains. Les gouvernements sahéliens ont répliqué que l'instabilité existait déjà et que le statu quo n'avait pas livré la sécurité promise. La confrontation n'était plus seulement militaire ou diplomatique, elle était narrative. Enfin, la dynamique s'est régionalisée. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont coordonné leurs positions, transformant des décisions nationales en un front commun. Cette synchronisation a réduit les possibilités d'isolement ciblé et a donné à la rupture une portée collective. Ce n'était plus une série de crises internes, mais une remise en cause d'un ordre établi.
Reste une interrogation centrale. Cette chaîne d'événements conduit-elle à une stabilisation durable ou prépare-t-elle des chocs plus coûteux à absorber ? Avant la rupture, la sécurité sahélienne reposait sur une dépendance prolongée à des chaînes d'approvisionnement externes. Après, non, l'objectif affiché est la réduction de cette dépendance par la capacité locale. Ce passage d'un modèle conditionnel à un modèle capacitaire constitue le delta central à mesurer. Un premier repère temporel concerne près de 60 ans de présence et d'influence occidentale ont structuré l'accès aux armes, à la maintenance et au renseignement. Le point de départ était un système où l'équipement arrivait avec des certifications politiques, des plafonds implicites et des délais variables. Le delta observé réside dans la suppression de ces filtres. Les accords récents privilégiaient la livraison de capacités sans conditionnalité formelle. Cette différence ne garantit pas l'efficacité, mais elle modifie la vitesse de décision et d'exécution. Un deuxième repère chronologique concerne 2024, année où des accords ont été conclus pour implanter des installations de fabrication d'armes au Niger. Le point de départ reposait sur l'importation de munitions et de pièces, souvent soumises à des ruptures de stock. Le delta est l'accès à une production locale, même partielle, qui réduit l'exposition aux suspensions diplomatiques. En pratique, cela signifie moins d'arrêts opérationnels liés à l'attente de livraison et une maintenance plus prévisible. L'effet n'est pas une supériorité immédiate, mais une continuité accrue. Un troisième repère structurel concerne 3 États coordonnent désormais leurs choix sécuritaires. Le point de départ était une gestion bilatérale, pays par pays, favorisant l'isolement et la pression ciblée. Le delta est une synchronisation qui complique les sanctions sélectives et augmente la résilience collective. Cette coordination n'élimine pas les faiblesses internes, mais elle modifie le rapport de force dans les négociations externes. Au-delà de ces repères, l'évaluation doit rester prudente. Les entrepreneurs militaires de privé associés à la Russie ont produit des résultats tactiques hétérogènes. Des succès localisés coexistent avec des accusations de pertes civiles. La baseline occidentale n'était pas exempte de critiques similaires, mais le delta tient ici à la tolérance politique des gouvernements en place. L'efficacité est jugée à l'aune de la survie du régime, non de l'approbation internationale. Pour le Burkina Faso, l'enjeu est comparable. Sous Ibrahim Traoré, l'accent mis sur la capacité opérationnelle vise à réduire les délais et les dépendances visibles. La mesure pertinente n'est pas le volume d'aide, mais la continuité d'action. Si des unités peuvent opérer sans interruption, le modèle gagne en crédibilité interne, même si les résultats restent partiels. Ces indicateurs ne concluent pas à un succès automatique. Ils montrent un déplacement mesurable des contraintes. La question décisive est de savoir si ce delta, favorable à court terme, crée une base soutenable à moyen terme sans générer une nouvelle forme de dépendance. Deux lectures opposées structurent le débat autour du réalignement sahélien et chacune mérite d'être formulée dans sa version la plus solide. La première soutient que la rupture avec les partenaires occidentaux aggrave l'insécurité. Selon cette thèse, les dispositifs français et américains, malgré leurs limites, fournissaient un socle de renseignement, de logistique et de coordination régionale difficile à remplacer. Les critiques avancent que les entrepreneurs militaires privés et les transferts de capacités proposés par la Russie ne compensent pas la perte d'intégration internationale. Ils soulignent les risques de violation des droits humains, l'isolement diplomatique et la possibilité d'une dépendance extractive à long terme. Dans cette perspective, l'absence de conditionnalité politique n'est pas un avantage, mais un facteur de dérive autoritaire et d'instabilité durable. La seconde lecture affirme au contraire que la présence occidentale entretenait précisément le problème. Elle soutient que la sécurité conditionnelle a créé une dépendance structurelle, empêchant les armées locales de devenir pleinement autonomes. Les plafonds implicites sur l'équipement, les délais de livraison et la centralisation des décisions auraient limité l'efficacité sur le terrain. Dans ce cadre, la continuité de l'insécurité n'était pas un échec accidentel, mais le produit d'une architecture conçue pour maintenir le contrôle. La rupture serait donc un prérequis pour toute amélioration, même imparfaite. La réponse fondée sur les éléments disponibles nuance ces deux positions. Il est exact que la transition
accroît les risques à court terme, notamment en matière de gouvernance et de protection des civils. Les résultats tactiques observés sont inégaux et ne constituent pas une garantie de stabilisation. Toutefois, il est tout aussi exact que le modèle antérieur n'a pas livré la sécurité promise après des décennies d'engagement. Le changement introduit n'est pas une solution clé en main, mais une modification des incitations. L'enjeu réel n'est pas de choisir entre sécurité parfaite et chaos, mais entre deux ensembles de contraintes. Le nouveau cadre privilégie la capacité et la rapidité au détriment de la légitimité externe. L'ancien privilégiait l'alignement et la supervision au détriment de l'autonomie. La question décisive est de savoir lequel de ces compromis offre, dans le contexte sahélien actuel, la meilleure chance d'amélioration progressive plutôt qu'un statu quo prolongé. La capacité change la grammaire du pouvoir. Ce point de bascule ne tient pas à une victoire militaire décisive, mais à un déplacement du centre de gravité stratégique. Lorsque la production, la maintenance et l'approvisionnement cessent d'être négociés à distance, la dépendance cesse d'être immédiate. Le contrôle ne disparaît pas, il se reconfigure. C'est cette reconfiguration qui modifie les calculs, autant pour les gouvernements sahéliens que pour leurs partenaires. Jusqu'ici, l'ordre sécuritaire reposait sur une équation simple, assistance contre alignement. En sortant de ce cadre, les États concernés acceptent une zone grise, faite de risques accrus et de marges nouvelles. Le pari n'est pas que tout fonctionnera mieux, mais que certaines contraintes jugées paralysantes disparaîtront. La capacité devient un multiplicateur politique, même si son rendement militaire reste incertain. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette logique en mettant l'accent sur la continuité d'action plutôt que sur la reconnaissance externe. Ce choix ne garantit ni stabilité ni légitimité durable. Il modifie cependant la séquence des décisions, agir d'abord, négocier ensuite. Cette inversion est au cœur du changement observé. Ce moment médian révèle ainsi une vérité inconfortable. La souveraineté n'est pas un état binaire, mais une fonction de la capacité à absorber les coûts des choix effectués. En acceptant ces coûts, les gouvernements sahéliens testent une hypothèse que l'ancien cadre rendait impraticable. Reste à savoir ce que cette hypothèse produira lorsqu'elle sera confrontée aux effets concrets sur les populations et la région. Les effets de ce réalignement ne se distribuent pas de manière uniforme. Ils se manifestent différemment selon les acteurs, révélant des gains spécifiques, mais aussi des vulnérabilités nouvelles. Pour les États, le premier effet est institutionnel. La coordination entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger transforme des décisions nationales en postures collectives. Cette synchronisation réduit la capacité des partenaires externes à isoler un pays par des sanctions ciblées ou des pressions bilatérales. Elle renforce aussi la cohérence des choix sécuritaires, au prix d'une exposition accrue si le bloc échoue. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré s'appuie sur l'idée que l'unité régionale accroît la crédibilité de la rupture et dissuade les tentatives de retour en arrière imposées. Pour les forces armées et les entreprises liées à la sécurité, le changement est opérationnel. L'accès à des équipements sans conditionnalité politique lourde, ainsi que la perspective de maintenance locale, modifient les cycles d'intervention. Les armées ne dépendent plus entièrement de calendriers externes pour réparer ou remplacer du matériel critique. Toutefois, cette autonomie partielle s'accompagne de contrats à long terme et d'une dépendance technique envers de nouveaux fournisseurs, ce qui déplace plutôt qu'élimine la contrainte. Pour les populations, l'impact est plus ambivalent. À court terme, la rupture a suscité un soutien visible, alimenté par un sentiment anti-français ancien et par la perception d'un regain de dignité nationale. Les célébrations observées lors des expulsions traduisent une attente de résultats rapides. Cependant, la violence n'a pas disparu et les pertes civiles associées à certaines opérations nourrissent des inquiétudes persistantes. Le bénéfice politique initial repose sur une promesse implicite, que l'autonomie produira à terme une sécurité plus tangible que celle du statu quo précédent. Pour la région au sens large, les conséquences sont stratégiques. D'autres États observent l'expérience sahélienne comme un test. Des demandes de fermeture de bases étrangères et des renégociations d'accords militaires ont déjà émergé ailleurs.
Le signal envoyé est que l'architecture sécuritaire postcoloniale peut être contestée sans effondrement immédiat. Cette perception élargit l'éventail des options pour des gouvernements confrontés à des dilemmes similaires. Ces effets combinés dessinent un paysage de transition plutôt que de stabilisation. Aucun groupe n'obtient un gain sans coût. Les États gagnent en marge de manœuvre, mais assument des risques accrus. Les forces armées gagnent en continuité, mais changent de dépendance. Les populations gagnent en affirmation symbolique, mais restent exposées à l'insécurité. La région gagne un précédent, mais pas encore un modèle éprouvé. La question clé n'est donc pas de savoir si ces conséquences sont positives ou négatives en soi, mais si leur accumulation crée une trajectoire soutenable. Ce sera à cette aune que ce réalignement sera jugé, bien au-delà des discours et des réactions immédiates. À horizon de 6 à 12 mois, l'évolution du réalignement sahélien peut suivre des trajectoires distinctes. Aucune n'est prédéterminée, chacune dépend d'arbitrages concrets, de chocs exogènes et de la capacité à absorber les coups. Dans un scénario de base, la situation sécuritaire s'améliore par à-coups, sans basculement net. Les opérations gagnent en continuité grâce à une logistique moins intermittente, mais la violence persiste dans plusieurs zones. Les partenariats alternatifs livrent des capacités promises, avec des retards et des frictions techniques. Diplomatiquement, l'isolement se stabilise sans s'aggraver. Sanctions ciblées, canaux minimaux maintenus. Le bloc régional tient, mais reste sous pression. Ce scénario consolide l'idée d'une transition imparfaite, suffisante pour éviter le retour en arrière, insuffisante pour proclamer une réussite. Dans un scénario optimiste, la coordination régionale produit des effets cumulatifs. La maintenance locale réduit les immobilisations critiques, certaines routes logistiques sont sécurisées, et des zones jusque-là délaissées retrouvent une présence étatique plus régulière. Les partenaires non occidentaux honorent leurs engagements clés, limitant les ruptures d'approvisionnement. La baisse relative des attaques, même inégale, renforce la légitimité interne. À l'extérieur, la contestation de l'architecture postcoloniale devient un précédent crédible, incitant d'autres États à renégocier leur cadre sans rupture brutale. Le coût politique demeure, mais il est compensé par des résultats visibles. Dans un scénario pessimiste, les contraintes se cumulent plus vite que les capacités. Des incidents majeurs, des pertes civiles ou des défaillances techniques fragilisent le soutien populaire. Les nouveaux contrats enferment les États dans des dépendances coûteuses, tandis que les pressions économiques s'intensifient. Des fractures apparaissent au sein du bloc, ouvrant la voie à des stratégies d'isolement ciblées. La promesse d'autonomie se heurte à des limites opérationnelles et l'insécurité redevient l'argument central des critiques. Pour guider la lecture, plutôt que d'évaluer ces scénarios à l'aune d'un succès immédiat, il est plus pertinent d'observer les indicateurs de continuité, capacité à maintenir l'action, à réparer sans délai, à coordonner sans arbitrage externe. Si ces indicateurs tiennent, la trajectoire reste ouverte. S'ils cèdent, le récit s'inversera rapidement. Pour les publics directement exposés aux conséquences de ce réalignement, l'enjeu n'est pas doctrinal. Il est vécu, quotidien et souvent contradictoire. Les attentes se concentrent moins sur l'origine des partenaires que sur la capacité à produire des effets tangibles. Pour les communautés locales, la première attente est la réduction des interruptions. Quand des unités peuvent rester déployées, réparer du matériel sur place et maintenir une présence régulière, le sentiment d'abandon recule. Cela ne supprime ni la peur ni les déplacements forcés, mais cela modifie la perception de l'État comme acteur absent ou intermittent. L'effet est fragile et réversible, car il dépend de la constance plus que des annonces. Pour les acteurs économiques locaux, la continuité sécuritaire conditionne l'accès au marché, aux routes et aux approvisionnements. Une amélioration, même partielle, réduit les coûts cachés liés aux détours, aux fermetures et aux ruptures. A l'inverse, toute dégradation rapide annule ces gains et accroît l'incertitude. Le réalisme domine, la priorité n'est pas l'alignement géopolitique, mais la prévisibilité. Pour les familles des forces engagées, le changement se mesure à la rotation, à l'équipement fonctionnel et à la clarté des ordres. La capacité à maintenir des opérations sans délai imposé de l'extérieur est perçue comme un facteur de sécurité, même si les risques demeurent élevés. La confiance repose sur des signaux concrets.
non sur des promesses. Deux pistes modestes émergent. D'abord, suivre les signes de continuité plutôt que les annonces. Présence soutenue, maintenance effective, coordination locale. Ensuite, distinguer le symbolique du pratique. L'affirmation de souveraineté compte, mais elle ne remplace pas les effets mesurables sur la sécurité quotidienne. Au final, l'adhésion du public dépendra moins du récit que de la capacité à tenir dans la durée. C'est là que le réalignement sera validé ou rejeté, indépendamment des débats externes. Une trajectoire soutenable exige plus qu'une rupture symbolique. Elle demande une séquence d'actions ordonnée, mesurable et ajustable. La feuille de route qui émerge s'articule autour de quelques étapes clés, chacune conditionnant la suivante. D'abord, il s'agit de sécuriser la continuité opérationnelle. Priorité à la maintenance, à l'approvisionnement et à la formation sur site. L'objectif est simple, éviter les interruptions qui minent la crédibilité. Les indicateurs pertinents sont la disponibilité des équipements, les délais de réparation et la stabilité des rotations. Sans continuité, aucune réforme ne tient. Ensuite, il convient d'intégrer la coordination régionale. La synchronisation entre États doit dépasser les déclarations. Partage du renseignement, planification conjointe et réponse coordonnée aux chocs externes renforcent la résilience collective. Cette étape réduit l'efficacité des pressions ciblées et transforme des vulnérabilités nationales en amortisseurs régionaux. Puis, il devient nécessaire d'encadrer les partenariats alternatifs. L'absence de conditionnalité politique ne dispense pas de règles. Contrats, périmètres d'action et mécanismes de contrôle doivent être explicités pour limiter les dérives et les dépendances techniques. La capacité livrée doit rester transférable et progressivement localisée. Après cela, l'enjeu est de reconnecter sécurité et service civil. La stabilisation ne se mesure pas seulement en opération. Réouverture des axes, accès au marché et continuité administrative traduisent l'effet sécuritaire en bénéfices concrets. Cette articulation est essentielle pour maintenir le soutien public. Enfin, il faut mesurer et ajuster. Des métriques simples, suivies régulièrement, permettent de corriger sans renier. Disponibilité opérationnelle, incidents civils, continuité territoriale. Ces données guident les arbitrages. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré inscrit ce chemin dans une logique d'action d'abord, d'évaluation ensuite. La feuille de route ne promet pas l'absence de coûts, elle vise à les rendre absorbables. C'est à cette condition que l'autonomie testée peut devenir durable plutôt qu'un pari épuisant. Le fil conducteur revient à ce point de départ discret, la volonté d'agir sans attendre. Dans les premières semaines, il ne s'agissait ni de grandes doctrines, ni de victoires proclamées, mais de décisions prises avec des moyens limités et des marges étroites. Ce motif, celui de la continuité retrouvée plutôt que de la promesse abstraite, traverse tout le réalignement observé. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a incarné cette approche en plaçant la responsabilité au centre du récit. Non pas la responsabilité morale telle qu'elle est définie de l'extérieur, mais celle qui lie directement l'autorité à ses résultats. Cette posture n'efface pas les risques ni les zones d'ombre. Elle replace toutefois le jugement au plus près des effets ressentis, loin des cadres hérités. L'émotion qui affleure n'est pas l'enthousiasme, mais une forme de gravité lucide. Les populations n'attendent pas des symboles parfaits. Elles attendent des signes de constance. Chaque route rouverte, chaque unité maintenue, chaque délai évité pèse plus lourd que les discours. Le rappel est simple. La souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. Tenir dans la durée devient la vraie épreuve. C'est là que le pari sera confirmé ou infirmé. Non par l'adhésion immédiate, mais par la capacité à transformer une rupture audacieuse en trajectoire soutenable sans renier l'exigence première. Agir pour ceux qui subissent l'insécurité. Ce parcours ne se conclut pas par une certitude, mais par une interrogation partagée. Le réalignement observé au Sahel ne prétend pas offrir une solution universelle. Il expose un choix avec ses coûts assumés et ses bénéfices espérés. En cela, il agit comme un miroir pour d'autres contextes confrontés à des dépendances anciennes et à des attentes urgentes. L'enjeu dépasse les préférences géopolitiques. Il interroge la manière dont la sécurité est définie, priorisée
et évaluer. Faut-il juger une trajectoire à l'aune de normes externes ou à partir de ses effets concrets sur la continuité, la protection et la capacité d'agir? La réponse varie selon les sociétés, mais la question devient difficile à éluder. Ce débat gagne à rester ouvert, informé et nuancé. Il n'appelle ni adhésion réflexe, ni rejet automatique. Il invite à comparer les compromis, à observer les indicateurs dans le temps et à distinguer le récit des résultats. Au fond, ce qui se joue n'est pas seulement l'avenir d'une région, mais la possibilité pour des États de redéfinir leur marge de décision sans modèle préétabli. Quelles conditions rendent ce pari soutenable et à quel moment devient-il trop coûteux pour être maintenu ?